Donc on m'a demandé donc à M. Cahuzac de bien vouloir venir nous parler de son expérience sur les réseaux de chirurgie pédiatrique dans la région qu'il connaît bien, en Midi-Pyrénées. Merci encore M. Cahuzac d'avoir accepté de se déplacer pour nous parler de cette belle expérience. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier Mme Graffin de m'avoir invité dans le cadre de la Société française de chirurgie pédiatrique. Je n'étais pas revenu dans cette société depuis longtemps. Et je m'a demandé de vous parler du pourquoi faire un réseau, comment faire un réseau, mais aussi comment l'évaluer. Pourquoi il y a eu des raisons générales et des raisons locales. Sur le plan général, j'avais fait une étude démographique qui montrait à l'époque, c'était en 2000, autour des années 2000, qu'il y aurait une diminution, voire une pénurie de chirurgiens pédiatres dans les années à venir. La seconde, c'est que l'ADARPEF avait fait des réunions dans lesquelles elle montrait que l'anesthésie pédiatrique, avant 3 ans, et surtout avant 1 an. Ce qui a affolé tous les anesthésistes généralistes qui faisaient à la fois adultes et enfants. Parallèlement, donc en local, on a assisté à une augmentation du nombre de transferts vers le CHU de malades des établissements de notre région. Parallèlement, les indications parfois étaient discutables, notamment sur le plan tumoral. Et enfin, le SROS, dont vous parliez tout à l'heure, des années 2003, qui était le SROS de pédiatrie, il n'y avait qu'une seule ligne à l'époque sur la chirurgie pédiatrique. Tout le reste était consacré uniquement à la pédiatrie. À partir de là, de toutes ces idées, ou ces faits, j'avais une certaine peur d'avoir une concentration de la chirurgie pédiatrique dans le CHU. Or, on avait obtenu un hôpital des enfants parce qu'on avait diminué le nombre de lits de médecine et de chirurgie. Donc on allait se trouver très vite bloqué. Et parallèlement, on sentait bien qu'il fallait trouver un moyen d'organiser les soins de la pédiatrie. Alors, la première idée, c'était de se dire, il faut pérenniser la chirurgie de proximité de l'enfant par la formation des anesthésistes et des chirurgiens et des infirmières. Il faut la sécuriser en exigeant des moyens dans les établissements qui veillent aux problèmes pédiatriques. Et enfin, l'autre moyen, c'est de limiter, par bonne entente, le périmètre d'activité des chirurgiens et des cliniques environnantes. Pour cela donc, il fallait imaginer un réseau. J'ai pris rendez-vous avec l'ARH de ma région, avec M. Gauthier, avec qui j'ai très bien entendu à l'époque. Et au bout d'une heure, on a conclu tous les deux que ni lui, ni moi ne connaissions la chirurgie pédiatrique. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait dans notre région, on ne savait pas du tout ce qui se passait en France. Et à ce moment-là, il m'a dit, on va faire une enquête. On a fait faire une enquête de la CNAM en Midi-Pyrénées à laquelle j'ai participé. À partir de là, la chirurgie pédiatrique, on a su que c'était de 12, selon l'âge que l'on prend, on s'arrête à 15 ans ou à 18 ans, c'est 12 à 15% des hospitalisations. Ensuite, que tous les établissements de Midi-Pyrénées faisaient de la chirurgie pédiatrique, certains beaucoup, et d'autres très peu. Que 70% de cette chirurgie pédiatrique était faite par des chirurgiens non pédiatres, et que 30% étaient faits par des chirurgiens pédiatres, mais ce qui est intéressant, c'est que les GHL, c'est-à-dire les maladies les plus importantes, étaient faites par des chirurgiens pédiatres. Au total de ce premier travail, on a conclu que la chirurgie infantile existait vraiment. C'est la première fois qu'on avait des chiffres pour montrer que sur une région, nous étions potentiellement aussi forts que les autres. Et la seconde, c'est qu'il existait une organisation virtuelle. Au fond, les chirurgiens se méfiaient de l'enfant, et puis dès qu'ils sentaient que ça était un peu malsain, ils nous les transféraient. Donc, toujours M. Gauthier de la RH a décidé de créer un comité technique régional. Il a donc écrit au syndicat de médecins, de chirurgiens, d'anesthésistes, de pédiatres et les directeurs d'établissement
établissements, ces syndicats, de nous désigner des médecins et des chirurgiens privés ou publics pour travailler là-dessus. On a travaillé d'abord sur le type de réseau, mais ça a été vite fait. Nous avons choisi comme nôtre centre de proximité spécialisé, centre de recours, comme on l'a vu. Mais il nous a demandé de tenir compte de la spécificité de notre région. Il y a une métropole toulousaine qui fait à peu près le tiers des habitants de ma région. Nous sommes extrêmement étendus puisque nous avons 8 départements. Maintenant, on en a beaucoup plus, mais à l'époque, 8 départements avec des distances importantes entre le nord, comme Rodez, qui est à 150 km, ou l'ouest, comme Tarbes, qui sont des bastions où il y a de l'enfant. C'est pas des villages perdus, qui est à 150 km à l'ouest. Alors, la mise au point du réseau, le premier temps a été de définir chaque type de centre. Quels moyens techniques et humains pour quel type de chirurgie? On a travaillé là-dessus pendant, vous le voyez, 3 ans. Ensuite, nous avons travaillé sur un questionnaire pour connaître l'activité pédiatrique, les moyens humains et les moyens techniques et l'organisation de tous les établissements de Midi-Pyrénées, aussi bien dans le cadre de l'urgence que de la chirurgie régulière. Enfin, quand on a eu tout ça, et quand on a fait tout ça, on a demandé aux centres, aux divers établissements, quelle labellisation ils souhaitaient. Et en fonction de ça, eh bien, nous avons analysé toutes ces réponses, nous avons fait des choix, mais c'est l'ARH qui a labellisé les établissements, et nous verrons pourquoi c'est important. Et elle les a labellisés dans une ou plusieurs spécialités chirurgicales, viscérales, traumato, ORL, ophtalmo. On pouvait être les 4, ou on pouvait n'être qu'un seul. Ainsi, le centre de proximité, et là, on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec les idées de M. Capin, ce sont des chirurgiens non pédiatres. Ce n'était pas simplement de mettre un Mickey pour dire que c'était là qu'allait être l'enfant, c'était aussi obliger ces établissements à faire un parcours de l'enfant et surtout avoir le matériel pédiatrique adapté. La plupart de ces établissements n'avaient rien pour faire l'enfant. Ils en faisaient les sondes, parfois elles étaient bonnes, parfois elles n'étaient pas adaptées. Tout ça, nous le savions par le questionnaire que nous avions fait. Et donc, nous avons défini dans chaque spécialité, avec le réseau, pour vous parler d'orthopédie, parce que c'était ma spécialité, par exemple, on a autorisé la traumatologie et rien en orthopédie. C'est plus simple, sauf cas particulier, d'anciens élèves étant passés en chirurgie pédiatrique et connaissant telle ou telle chose, auquel cas on a accepté le périmètre. Nous avons eu 33 demandes de centres de proximité. Nous en avons accepté 23. Et au moins une par département. Ensuite, le centre spécialisé, ce sont les chirurgiens pédiatres ou des spécialistes céphaliques, parce que chez les céphaliques, nous n'existons pas, il n'y a pas de spécialité pédiatrique. Ils peuvent faire de la naissance à 18 ans et toutes les urgences. Là, c'est beaucoup plus dur, il faut faire une chirurgie pédiatrique qui est parfaitement identifiée, individualisée, autant en hospitalisation qu'en bloc en chirurgie pédiatrique. Mais surtout, tous ces centres doivent avoir une unité médico-chirurgicale de surveillance. Ils peuvent tout faire, sauf, on avait marqué, nous, ce qui nécessite une réanimation ou des équipes pluridisciplinaires. Il y a eu 5 demandes, nous en avons accepté 4. Il est intéressant de noter que les 4 sont à Toulouse, les 4 centres spécialisés sont à Toulouse. Il n'y en a aucun dans les centres, dans les départements environnants. Et vous voyez, il y a 3 ORL, 3 centres ORL ophtalmo, un viscéral et un. Pourquoi d'ailleurs? C'est qu'il y a le même nombre de chirurgiens pédiatres actuellement qu'il y avait quand j'ai commencé ce travail. Donc en 15 ans, on n'a pas eu un ou deux pédiatres de plus. Enfin, je passerai sur le centre de recours parce que vous savez tous à quoi ça correspond. C'est l'ARH, enfin l'ARS de l'époque, qui a donc demandé à tous les établissements de venir et ils ont signé une convention constitutive du réseau dans lequel tout ce que nous avions dit, au point de vue du périmètre d'activité, au point de vue de l'âge, était marqué.
dit réseau dit évaluation. Sinon, ça ne sert à rien. Comme évaluation, nous avons utilisé le PMSI. L'enfant apparaît sous 3 lettres. C, K et X. Les lettres K et X, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, nous avons décidé de supprimer. Nous savons que c'est un enfant, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. Par contre, la lettre C, on peut retrouver l'acte et l'anesthésie. Et on a étudié par type de sang, par classe d'âge. À partir de là, on s'est posé 5 questions. La première, la chirurgie pédiatrique dans les centres non labellisés, donc tous ceux que nous avions éliminés, a-t-elle diminué dans le temps? Ce qui est très important. Eh bien, vous voyez que là, nous sommes passés de 16 000 à 18 000 dans les centres labellisés, et que par contre, la chirurgie de l'enfant a diminué de 40% dans les centres non labellisés. Je crois que ceci est très important, et nous n'avons rien fait. Je précise bien que c'est simplement le bouche à oreille. On ne peut pas interdire, on va dire à ça, à un établissement de faire de la chirurgie des enfants. Vous ne pouvez pas. Enfin, aujourd'hui, peut-être qu'on changera la loi. Ah, voilà. Et quand on regarde la diminution du nombre de séjours dans ces centres non labellisés, on s'aperçoit que toutes les classes d'âge, sauf la dernière de 16 à 17 ans, ont diminué de plus de 40% en réalité. Donc, ceci est pour nous, ça donne une bonne image du réseau. La chirurgie dans les centres de proximité a-t-elle été maintenue? Ce qui était au départ notre but, Mme Lapin, parce qu'on savait très bien qu'on ne pourrait jamais accepter la masse d'enfants que ça représente, puisque au total, il y a 25 000 enfants qui sont opérés en Midi-Pyrénées par an. Si on en fait 30% chacun, entre le recours, le centre de spécialisé et le centre de proximité, on est à peu près à un tiers chacun. Eh bien, le centre de recours n'a rien gagné, parce que déjà on est plein, on ne peut rien faire de plus. Les centres de proximité se sont maintenus, et ceux qui ont le plus gagné, ce sont les centres privés spécialisés, qui eux ont récupéré les enfants des centres non labellisés, qui ont cherché la sécurité. La limite d'âge que nous avions est-elle respectée? Eh bien, globalement, oui. Je regrette qu'en 2017, il y ait eu encore 2 enfants, mais l'un, j'ai regardé, est un enfant qui avait 11 mois et 20 jours. Je crois qu'on peut passer. Et l'autre, c'était un frein de la main. C'est pas... La chirurgie, alors ça c'était une demande de l'ARS, parce que ce n'était pas du tout la nôtre au départ. La chirurgie ambulatoire progresse-t-elle dans le réseau? Bien oui, on voit que globalement actuellement nous avons 63% de chirurgie ambulatoire infantile, ce qui est important. Dans toutes les spécialités, je crois qu'on arrive au maximum en ophtalmo et en ORL. Nous, en orthopédie, on est à 52%. Je ne sais pas si on pourra gagner plus. Enfin, le périmètre d'activité est-il respecté? Voilà une question importante. Pour savoir si ça se passe bien, si c'est respecté, on a des marqueurs généraux. Ce sont des actes qui sont autorisés dans les 3 types de centres. Et puis des marqueurs spécifiques qui sont de la chirurgie qui ne pourraient se faire que dans les centres spécialisés ou dans les centres de repos. Je ne vous montrerai pas de l'orthopédie, je m'intéresse à la chirurgie viscérale, et nous avons labellisé 21 centres de proximité, un centre de spécialité et un centre de repos. Dans le cas des marqueurs généraux, je vous ai pris hernie et circoncision. Avec Bernard Pétel, qui s'occupait de la chirurgie viscérale, il avait dit les hernies peuvent se faire. Bien, vous voyez que les centres de proximité n'en font que 10%. C'est-à-dire que naturellement, les malades sont renvoyés soit vers le centre de spécialité, soit vers le centre. Et ça, c'est naturel, je veux dire. Donc, à l'inverse, les circoncisions, eh bien, 50% sont faites dans les centres de proximité. Quant aux marqueurs spécifiques, l'hypospadias, la chirurgie digestive majeure, la chirurgie urologique majeure, la chirurgie tumorale, eh bien, elles
est réellement faite dans les centres de spécialité et dans le centre de repos. Et quand vous voyez des petits points, par exemple, il y a 2 tumorales, c'est des biopsies. Mais deuxième élément que je prendrai, c'est la chirurgie ORL. Vous voyez, 17 centres de proximité, mais 3 centres spécialisés et toujours le centre de repos. En chirurgie ORL et maxillofaciale, parmi les marqueurs généraux, on avait pris l'amygdalectomie, les draines transtympaniques et les infections dentaires. Ça fait des chiffres très importants, c'est de l'ordre de 12 à 13 000 enfants. Eh bien, l'amygdalectomie, elle se fait d'abord le CHU n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. Le CHU, là-dessus, sur ces 3, n'existe pas. Bonne chose, pas bonne chose, j'en sais rien, mais nous n'existons pas. L'essentiel se fait, par exemple, pour l'amygdalectomie, à égalité entre le centre de spécialité et les centres de proximité. Les grandes transtympaniques se fait pour l'essentiel dans les centres de spécialité, et pour les infections dentaires, eh bien, c'est essentiellement dans le centre de proximité. Donc, je dirais qu'il y a un assez bon respect des marqueurs généraux. Par contre, dans les marqueurs spécifiques, qui sont la fente labiale, les implants cochléaires, la reconstruction de l'oreille moyenne et le tractus thyroglosse, vous voyez que les centres spécialisés et les centres de recours font largement l'essentiel, sauf sur la reconstruction de l'oreille moyenne. Et quand on discute avec les ORL, il semble bien que le départ là-dessus, cette chirurgie du tympan, pouvait très bien se faire en proximité. Il y a eu peut-être une petite erreur de l'avoir transféré vers les centres de spécialité. Au total, quand on regarde cette évaluation, je pense qu'on peut dire que la création du réseau a amélioré la sécurité par la mise en place de moyens pédiatriques et du périmètre d'activité. La preuve, c'est que sans faire de communication, on pourrait dire, sans même obliger les établissements, on voit que la chirurgie dans les centres que nous n'avons pas utilisés diminue d'elle-même et elle diminue nettement. La seconde, c'est qu'il y a une stabilisation de la chirurgie des centres de proximité labellisés. Nous avions cru à l'époque, j'ai l'impression que la chirurgie infantile viscérale a des vues différentes, mais nous pensions que c'est une bonne chose parce qu'on ne pouvait pas accepter tous ces malades. Enfin, presque plus d'enfants de moins de 1 an sont opérés dans les centres de proximité, y compris dans les centres non labellisés. En conclusion générale, je dirais qu'on ne peut créer un réseau sans l'aide de l'ARS. Parce que faire accepter par des chirurgiens, par des établissements, le périmètre d'activité, c'est-à-dire une limitation de leur activité, et amener les établissements à acquérir des moyens nécessaires à la chirurgie de l'enfant, n'a aucune base juridique. Rien. Rien n'oblige les alignements à nous suivre. C'est parce qu'ils ont signé cette convention qu'ils sont rentrés là-dedans et qu'ils continuent à faire de l'enfant. Ça, je crois que c'est très important. Je veux dire, si on l'avait fait isolément, on n'y serait jamais arrivé. C'est l'ARS qui nous a imposé. À une condition, c'est que l'équilibre entre secteur public et secteur privé est fondamental. J'ai une expérience, j'ai cru comprendre, en tout cas, au début là, dans cette affaire, que le CHU est très craint. On n'aime pas le CHU, parce qu'on a toujours peur qu'il vous bouffe la clientèle. Voilà. Et tous les chirurgiens pensent ça. Donc il faut vraiment travailler à égalité avec nos collègues, sans ambiguïté, et à ce moment-là, je crois qu'on peut créer un réseau. Mais ce réseau n'a de valeur que si vous faites une formation. On fait énormément de formations, on se déplace, ou on organise, et une évaluation. Enfin, ce qui me paraît nécessaire, c'est qu'on ne peut pas laisser les urgences au centre de proximité sans leur retirer les actes de chirurgie. Ça, quoi que. Mais il faut faire un périmètre. Il y a des négatifs là-dedans. La participation de divers centres labellisés aux urgences est inégale. On nous a menti au début. Certains centres nous ont dit on fait les urgences. En fait, c'est pas vrai, ils font leurs urgences. Et ils ne font pas des urgences. Et on le voit très bien. Et ça, c'est comme ça. Mais enfin, c'est vraiment un point négatif. L'astreinte de pédiatrie. Nous avons obligé tous les centres à avoir une astreinte de pédiatrie. Mais elle devient impossible.
il manque de pédiatres. Ça, c'est une réalité. Donc, maintenant, nous avons des astreintes téléphoniques. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Enfin, évaluer, c'est bien. Vous savez tout de votre région. On peut tout savoir. On peut savoir dans n'importe quel établissement ce qui se fait, ce qui se passe. Et quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, quelle sanction? Pour l'instant, on envoie une lettre. Mais c'est tout. Si les gens s'en foutent, ils continuent à s'en foutre. Alors on va peut-être un jour éliminer quelqu'un, un centre, mais ce sera difficile. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la création d'un réseau. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet excellent exposé, dynamique toujours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hubert Joannet. J'ai été très intéressé par le processus que vous avez démontré, et en particulier cette idée de labellisation initiée en fait par les médecins, en accord avec la tutelle. Alors, je voulais simplement vous dire que nous, en chirurgie bariatrique adulte, la Société savante a initié des centres de labellisation avec un cahier des charges précis qui a été réfléchi, etc. Et que nous avons en fait deux problèmes. Nous avons accepté un tiers des centres, probatoire un tiers et refusé un tiers. Et nos deux problèmes en fait, c'est que d'une part, il y a des centres tout à fait compétents qui ne se sont pas engagés dans la démarche, qui s'en foutent, qui travaillent bien mais qui se foutent de l'idée de labelliser leur centre. Et le deuxième problème, et c'est là où c'est intéressant, c'est que les tutelles sont intéressées, mais pour l'instant, n'ont pas validé notre processus. Et effectivement, tant que ces initiatives de labellisation montées par les sociétés savantes n'est pas validées par une tutelle, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la bonne volonté, qui est sérieux sur le plan médical, mais qui reste uniquement de la bonne volonté. Sans compter qu'il y a des tutelles qui nous disent c'est très bien ce que vous avez fait, et d'autres qui nous disent oui, mais nous on pense que ça serait bien de faire autrement. Et oui, enfin, il y a aussi des questions, il y a un peu de querelle entre les tutelles parfois. Je peux rajouter tout de suite avant que vous répondiez, parce qu'il y a quelque chose qui est ressorti qui m'a beaucoup intéressé. C'est peut-être pas encore pour l'obésité pour les enfants, c'est le public. Vous avez dit que vous avez lâché ce mot de bouche à oreille. Oui. Et donc on peut à notre époque, où si vous voulez, les lobbies de patients de plus en plus d'importance, se dire à la limite, faut-il toujours faire des lois? Parce que comme le dit fort bien M. Pellat, ça fait des années qu'on fait des lois, ça fait des années qu'on réalise, ça fait des années qu'on fait des rapports, et finalement les choses parfois se mettent en œuvre d'elles-mêmes, et j'ai un peu senti ça chez vous. C'est-à-dire, ça s'est mis en œuvre tout simplement. Vous avez eu la chance d'avoir un ARS de bonne intelligence, mais c'est parti, et finalement le public lui-même, entre guillemets, labellise les sens. Est-ce qu'on a le droit de dire ça, au lieu que ce soit obligatoire? Si vous voulez, on ne peut pas le rendre obligatoire. Enfin, il n'y a pas de loi, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Donc vous ne pouvez pas obliger un établissement à refuser un enfant et à un chirurgien d'opérer un enfant. Il n'y a pas de loi. La seule chose qui peut nous aider, c'est de dire que ce que l'on fait, nous le faisons dans la sécurité. C'est ça. Parce que les gens ils le savent, bouche à oreille, comment ça se passe, etc. Il faut bien voir comment, quand vous avez un enfant qui meurt après une amyloïdectomie, toute la région, ça ne marche pas, hein, ça ne va plus. Il y a une chute extrêmement. Je vais plus vous montrer des cas comme ça où on a eu dans la région un enfant qui est mort d'amyloïdectomie pendant 2 ans. Plus d'amyloïdectomie. Enfin, plus. 50% moins. Bon, là, c'est parti. Mais donc, on voit très bien que le bouche à oreille fait qu'il y a un retour vers les centres que nous avons labellisés. Alors, c'est vrai que c'est marqué. Hein. Les gens vont sur le truc de l'ARS, ils vont trouver que tout ça, c'est marqué, que tous ces centres existent, qui sont labellisés, qui peuvent faire de l'enfant, etc. Et que s'ils veulent le voir, les autres ne sont pas labellisés. Ça, mais en dehors de ça, moi, le terme de bouche à oreille est très important. Le deuxième très important, c'est le terme de label.
label, si vous avez des cliniques ou des établissements de santé, on sait que le chirurgien, l'anesthésiste ont une estampille quelconque, on peut appeler ça label, on peut appeler ça autre chose, mais ont une expérience en chirurgie, en anesthésie pédiatrique, là c'est très important quand on voit dans pour changer comment dire, de tableau, quand on va des restaurants où il y a marqué, on voit le Bohémillon, on voit le guide Michelin, on se dit bon voilà, ça va aller. Bon, voilà. Il faut que dans les cliniques et dans les hôpitaux, ce soit un peu pareil, c'est ça. Ils sont labellisés. C'est ça, c'est très important. Mais que je vous dise quand même, parce que je n'ai pas eu le temps de vous le dire, parce qu'on est conscient, qu'on s'est déplacé tous les 30 ans. Nous sommes allés dans tous les établissements pour vérifier que ce qui nous avait été dit, ce qui nous avait entendu était vrai ou faux. Et que malheureusement, il faudrait refaire la même chose tous les 3 ou 4 ans. Et voilà, c'est la présentation. Une question et une remarque. Albert Benamou. Dans quelle mesure votre expérience, qui a été quand même pilotée et validée par l'ARS, peut faire école et passer à l'échelle nationale, parce qu'il faut que cette organisation, peut-être, vous avez créé finalement un modèle qui peut être dupliqué et peut-être sous l'influence de la société savante, mais en même temps de l'administration centrale qui aime bien les expérimentations comme ça. Parce qu'au niveau de la DGOS, on tient compte particulièrement de ces expériences réussies pour essayer de modéliser un processus plus large. Je crois que cela peut être, ça dépend des sociétés. Je crois qu'il faut arriver à rencontrer, bien placé pour rencontrer les gens. Mieux que nous, en province. Mais la société nationale peut faire des choses que peut-être au niveau local on ne peut peut-être pas faire. Encore que vous avez eu quand même un directeur d'ARS qui a pris les choses en main. J'ai eu cette chance. On commence. Alors ça c'est intéressant parce que on a eu, moi maintenant je vais 3 fois par an aux réunions parce qu'il y a une petite bouffe, donc je vois les chiffres. Mais on a eu un ARS qui a suivi, cette femme s'en foutait. Alors on a continué à vivre. La preuve c'est qu'on a une expérience de 8 ans. La nouvelle, par contre, est très intéressée et nous a demandé à des successeurs de l'organiser sur l'ensemble de la région Occitanie. Voilà. Donc on va passer de 8 départements à... Allez voir Cécile Courrèges, la patronne de la DGOS, Cécile Courrèges, il faut la sensibiliser. Et avec l'ensemble des ARS, vous êtes apte à faire ce genre de démarche. C'est Madame Courrèges qui pilote l'ensemble des ARS en France. Moi je peux vous en parler puisque je travaille avec elle, et donc je peux vous dire que c'est une vraie patronne, et si elle donne une impulsion au niveau national, peut-être vous aurez le plaisir de faire école partout en France. On ne peut pas créer un réseau sans avoir un soutien. C'est cette allée des retours entre le terrain que vous représentez et l'administration qui vous a aidé, de voir comment ce modèle peut être dupliqué avec l'ensemble de votre collectivité. On a fait quand même avaler aux établissements et aux chirurgiens pas mal de choses. Alors qu'avant, vous avez toute liberté. C'est l'ARS qui a posé. Nous, on n'a rien posé du tout. Une question encore, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les assureurs peuvent avoir un rôle à jouer? Est-ce qu'un assureur va assurer de la même manière un chirurgien non spécialisé ou un chirurgien qui est soi-disant compétent? En dernier, je vous ai parlé de sanctions. Je crois que la sanction, elle viendra des assureurs. Elle ne viendra pas de nous parce qu'on est incapable de le faire. On n'est pas fait pour ça. Donc on envoie une lettre. Mais c'est les assureurs, le jour où ils vont s'apercevoir qu'il y a eu un homme dans un centre non labellisé avec un enfant, ça coûtera cher. Et à ce moment-là, les établissements paieront. Une dernière question. Donc vous avez parlé, par exemple, qu'en orthopédie, vous autorisiez dans certains centres à ne faire que la traumatologie et pas du tout la chirurgie réglée. Et à la fin, vous avez dit que c'est quand même un problème de ne demander à faire que la traumato. Alors quel est le retour d'expérience là-dessus? On a été suivi parce qu'on s'est quand même déplacé dans tous les établissements. On a discuté avec tous les chirurgiens qui étaient réunis.
On leur a proposé ça. Et finalement, l'enfant fait peur. Quand tous les chirurgiens, les médecins ont toujours peur d'avoir un ennui avec l'enfant. Alors quand on leur dit, écoutez là, vous voyez les fractures, ceci, cela, la fracture rachidée, vous en coupez plus. Oh. D'accord. Et ils ne se sont pas découragés aussi pour la traumatologie, du coup? Non. Non. D'accord. Eh bien, écoutez, un grand merci pour ce retour d'expérience.